Mikili Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir, et c'est une nouvelle donne pour tout savoir et bien comprendre. Sans tarder, je vous propose d'aller immédiatement à l'essentiel de cette édition. Le porte-parole du gouvernement, vous vous en doutez, est déjà en plateau. Et je salue déjà tout de suite Monsieur le ministre Lambert Mende Omalanga. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et merci d'être là. Monsieur le ministre Lambert Mende, si vous voulez, il y a deux sujets d'actualité qui se disputent. La vedette, d'abord, le pourparlers de Kampala, qui coïncide du reste avec le démarrage ou le lancement des concertations nationales à Kinshasa. Allons d'abord à Kampala, monsieur le ministre, si vous le permettez. Déjà hier mardi, la facilitation a organisé une conférence de presse et a confirmé la présence des deux partis. Oui, je pense que c'est ce qui était prévu depuis Kampala 2, pour ainsi dire, le deuxième sommet des chefs d'État de la CIRGL. Nous nous sommes engagés à terminer ces pourparlers. Notre délégation se trouve donc bel et bien sur place et nous entendons respecter le timing de 2 semaines fixé par les chefs d'État de la CIRGL pour tourner cette page douloureuse de notre histoire. Monsieur le ministre, dans quel état d'esprit le gouvernement de la République entame ce nouvel épisode, énième fois à Kampala? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de confiance dans le camp de la patrie, s'il faut parler ainsi. Nos forces armées nous ont donné de quoi être fiers d'elles. Et les forces négatives du M23 se sont rendues compte des limites de leurs actions criminelles, aussi bien elles-mêmes que ceux qui les soutiennent à partir du Rwanda. Je pense que là, il y a des possibilités d'espérer avoir en face de nous des gens beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus réalistes, qui comprennent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter si nous sommes encore un pays. Monsieur le ministre, d'après certaines sources, la facilitation ougandaise entend mettre à la disposition des deux partis un nouvel agenda. D'après vous, de quoi il retournera? Je ne pense pas qu'il faille parler d'un nouvel agenda. Je pense qu'il faut plutôt parler d'une note de synthèse, parce que la facilitation, avant la suspension des pourparlers, avait reçu du gouvernement et des rebelles du M23 des documents de conclusion, des propositions de conclusion, et il lui appartenait de mettre tout cela ensemble, de jeter des passerelles et de reproposer aux deux délégations une synthèse sur laquelle elles pouvaient se prononcer pour arriver à un document final de ces pourparlers. Monsieur le ministre, beaucoup pensent qu'on efface tout et on recommence à zéro. Je n'ai pas cette impression. Je ne pense pas qu'à entendre les déclarations des éléments fondamentaux de la communauté internationale, à entendre même des déclarations des rebelles. Il y a eu une conférence de presse à Bunagana, que les choses sont restées figées. Je pense qu'il y a eu une évolution et qui va dans le sens des intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Suivez ce qui se dit à New York, suivez les injonctions qui viennent aussi bien des Nations Unies que du gouvernement américain en direction et du Rwanda et du M23. Le M23, on lui demande simplement de se dissoudre, on lui demande de cesser de combattre la légitimité des institutions qui sont en République démocratique du Congo. Au Rwanda, on lui demande d'arrêter tout le soutien qu'il apporte au M23. Ce n'est pas ce qu'on entendait au début de ces concertations, où on voulait en faire une affaire congolo-congolaise. Je pense que la vérité est passée par là. Le facilitateur a confirmé que, de concert, les deux délégations reconnaissent que 65% des engagements pris par le gouvernement de la RDC ont été accomplis. C'est donc une reconnaissance de la bonne foi du gouvernement et en même temps la reconnaissance que ce qu'on a voulu appeler une rébellion congolo-congolaise n'était pas justifié, en tout cas pas par la prétendue non-application de l'accord du 23 mars. Et que
c'est probablement à partir de l'extérieur, à partir de raisons non congolaises, qu'il faut chercher les origines de cette perturbation de la paix au Nord Kivu. Je pense que le facilitateur s'est finalement rangé du côté de l'analyse du gouvernement congolais. Il faut plutôt s'en réjouir. Justement, s'agissant du Nord Kivu, la société civile là-bas s'inscrit en faux contre la reprise de ces pourparlers et Kampala et vous demande à vous, le gouvernement de la République, de vous retirer purement et simplement. La CIRGL, dit-on là-bas, marche contre les intérêts du peuple congolais. Vous dites quoi? Oh, vous savez, il y a beaucoup d'autres sources du peuple congolais qui demandent au gouvernement de poursuivre les contacts. Naturellement, nous sommes en démocratie, il faut écouter tout le monde. Ce groupe-là estime qu'il ne faut pas y aller, mais la décision appartient à ceux qui ont la responsabilité, de par la volonté du souverain primaire, de conduire les affaires du pays aujourd'hui. Donc on ne conduit pas les affaires du pays les yeux rivés sur les mouvements qui montent dans un sens ou dans un autre à partir de l'opinion. Nos yeux sont rivés sur les intérêts nationaux. Nous avons une vision très précise de comment il faut agir pour mettre fin à cette guerre qui nous a coûté tellement en vie humaine. Ce n'est pas avec des sentiments que nous allons résoudre cette guerre. Donc, ce qui est en train d'être fait à Kampala va dans le sens bien compris des intérêts des populations congolaises. Aucun gouvernement au monde ne dirige par la volonté des différentes sources dans l'opinion publique. Donc la société civile du Nord Kivu n'a pas raison de parler des reprises inopportunes pour parler de Kampala. Elle a tout à fait raison. Qui pourrait, dans un État démocratique, condamner un groupe de citoyens de donner son avis sur un événement qui marque la conduite par le gouvernement des affaires de la nation? Mais je vous dis que d'autres groupes estiment qu'il faut y aller. Et donc le gouvernement a sa propre position, sa propre vision. Il en est comptable devant l'Assemblée nationale. Et donc, excusez-moi du peu, mais c'est devant l'Assemblée nationale que nous rendons compte, pas devant la société civile du Nord Kivu, dont nous tenons compte des points de vue. Ne faites pas du gouvernement un gouvernement populiste. C'est pas une distraction comme on dit à Goma? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une distraction. Sinon, aujourd'hui, nos populations à Goma, à Kibati, à Mutaro et à Kanyaruchinya ne seraient pas à la fête si ce que nous faisons était de la distraction et de la perte du temps. Il faut faire confiance au gouvernement et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que la stratégie triptyque mise en place par le président marche. Monsieur le ministre, quelques jours auparavant, le M23 a annoncé unilatéralement de déposer les armes, mais a sorti de certaines conditions, que le gouvernement de la République neutralise les FDLR, que le gouvernement de la République règle la question des réfugiés congolais dans les pays voisins, particulièrement les réfugiés congolais Tutsis. Vous dites quoi, monsieur le ministre? C'est une façon d'enfoncer une porte ouverte. C'est l'opportunisme politique poussé à ces dernières extrémités. Vous savez que le gouvernement congolais est occupé depuis plusieurs années, 2010, si mes souvenirs sont exacts, lorsque notre gouvernement a signé avec le gouvernement rwandais et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, deux accords très importants, l'un portant encadrement du retour de tous les réfugiés congolais qui le souhaitent. Je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension, qui sont au Rwanda, de rentrer dans leur pays. L'autre, fixant les conditions aussi du retour des réfugiés rwandais se trouvant sur le territoire congolais qui le souhaitent, de rentrer chez eux. Et depuis lors, nous n'avons cessé de mettre en œuvre cet accord. Ils reviennent au fur et à mesure que le HCR rend possible matériellement et juridiquement ce retour. Donc venir maintenant rouler les mécaniques en disant que c'est le M23 qui devient le grand défenseur du retour des Rwandais, si c'était pour ça, on se demande pourquoi aller en guerre en 2012 alors que depuis 2010, nous organisons ce retour de réfugiés. Vous comprenez que c'est un faux argument de gens qui sont acculés et qui cherchent à faire prendre aux Congolais des vessies pour des lanternes. Ils parlent des FDLR, mais les FDLR, nous les combattons depuis 2009. Il y a des dizaines de militaires congolais qui sont morts face aux FDLR. Les FDLR font aujourd'hui plus de tort
à la RDC qu'au Rwanda, leur pays d'origine. Alors, nous nous battons contre les FDLR, on a créé le M23 pour nous empêcher de continuer à nous battre contre les FDLR parce qu'il a fallu affronter le M23 et ses alliés rwandais pour les désarmer. Et voilà que le M23 se permet de nous accuser de ne pas combattre les FDLR. Mais de qui se moque-t-on? Monsieur le ministre, juste au lendemain du 7e sommet des chefs d'État de la CIRGL à Goma, Madame Mary Robinson, envoyée spéciale du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs, affirmait qu'il n'y aura pas d'amnistie en faveur du M23, pas non plus d'intégration militaire. En même temps, les M23 se disaient, comme pour répondre à Mme Mary Robinson, qu'il n'était plus intéressé à l'intégration militaire. Vous comprenez bien que cette rébellion, appelons-la ainsi, n'avait pas de motivation congolaise. Puisqu'on nous a fait croire depuis tout ce temps que les raisons pour lesquelles il se battait, c'est la mauvaise exécution de ces promesses d'intégration contenues dans l'accord du 23 mars 2009. Or, voilà qu'aujourd'hui, ils nous disent que ce n'est pas cela qui les intéresse. La question est, pourquoi êtes-vous allés en mutinerie? Donc la réponse est très claire, parce que le Rwanda l'a demandé pour des intérêts du Rwanda. Ça n'a rien à voir avec les intérêts même de ces criminels du M23. On les a engagés comme mercenaires pour combattre un combat du Rwanda. C'est très clair. Et donc nous savons gré à Mme Robinson d'avoir enfin reconnu que le droit international doit être appliqué. Il ne saurait y avoir d'amnistie pour des gens auteurs de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Ce serait cracher sur les Nations Unies, cracher sur l'humanité, cracher sur le droit international. Elle ne fait là que répéter un des fondamentaux du droit international que la RDC tient à voir appliqué à tout prix. Donc vous partagez, à vous entendre parler, l'analyse faite déjà en réaction par la société civile du Nord Kivu qui parle des nouvelles revendications insensées. Nous sommes très souvent en adéquation avec la société civile du Nord Kivu. Il y a peut-être certains cas lorsqu'il y a des débordements où nous divergeons, mais là nous sommes tout à fait d'accord avec elle. Ce sont des revendications totalement insensées. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre, de vous à moi, si à la fin des 14 jours qui sont donnés aux délégués et du M23 et des gouvernements de la République, si on ne parvient pas à un accord, est-ce que les FARDC vont prendre leurs responsabilités, comme l'a si bien dit déjà le président de la République, Joseph Kabila Kabange, dans son discours inaugural des concertations nationales? Mais, cher ami, vous avez déjà la réponse. Je ne suis que le porte-parole d'un gouvernement dont le président de la République est le président. Donc, si le président a déjà annoncé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Nous souhaitons évidemment que ceci se fasse au moindre coût en vies humaines. C'est pourquoi nous avons une délégation à Kampala pour ramener les criminels du M23 sur le droit chemin sans avoir à faire couler inutilement du sang congolais. Mais si, après les 14 jours, rien n'est fait, comme le président l'a dit, et tout le peuple est avec le président, vous avez vu la salve d'applaudissements qui a accompagné cette déclaration du président dans cette salle où il y avait des représentants des horizons les plus divers de notre pays. Il va falloir que force reste à la loi qui est incarnée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Il va falloir absolument désarmer ces criminels par la force, à défaut de les avoir désarmés par la persuasion, comme on tente de le faire maintenant avec le concours et de la CIRGL et des Nations Unies. Vous, on va dire, monsieur le ministre, que même les chefs de l'État lui-même, Joseph Kabila Kabange, ne croit pas beaucoup à une issue heureuse, à un accord. Certains qui puissent finalement faire taire les armes. Vous allez un peu vite en besogne. Je n'ai pas entendu le président dire qu'il ne croyait pas à une issue heureuse. Sinon, pourquoi il enverrait ses ministres? Pourquoi il enverrait tant de plénipotentiaires? Je ne pense pas que le président Kabila soit un farceur qui envoie des gens rien que pour la forme. Nous pensons qu'il est possible... Pour des besoins diplomatiques. Non, il est possible d'y arriver. La diplomatie est quelque chose d'important, mon ami.
C'est peut-être même plus important que la guerre. Je ne sais pas pourquoi les gens estiment qu'il faut galvauder la diplomatie. Il y a beaucoup de conflits de par le monde qui se terminent par la diplomatie. Si aujourd'hui, ceux qui se sont pris pour les maîtres de la région des Grands Lacs commencent à adopter un profil bas, ce n'est pas parce qu'on a tiré des coups de feu vers chez eux. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont fait tirer vers chez eux. C'est à cause de la diplomatie. Donc, essayons de ne pas mépriser la diplomatie. C'est très important. Monsieur le ministre, la position du 7e sommet des présidents de la CIGL paraît ambivalente. On veut une chose et son contraire à la fois, non? Dites-moi en quoi, je pourrais vous répondre. Je n'ai pas l'impression. Ah bon? Oui. Oui, mais, enfin, notamment, bon, on demande que le gouvernement de la République et les M23 reprennent les négociations à Kampala et en même temps, on demande au FARDC, appuyé du reste par la brigade onusienne d'intervention, de continuer la traque des groupes armés. Mais en même temps, on a demandé aux 10 groupes armés, notamment le M23, d'arrêter toute activité militaire. Donc, ce qu'on a demandé au gouvernement de faire, c'est d'essayer de donner une chance. Alambiqué, hein? Pas du tout. C'est sophistiqué, mais un esprit normal doit pouvoir accéder à la logique rationnelle de cette démarche. On demande au gouvernement et au M23 de faire un effort, un dernier effort. On donne 14 jours pour essayer de résoudre ce problème qui doit absolument être résolu. On ne peut pas continuer à laisser des femmes, des enfants, des vieillards à la merci de bandes armées. Et donc, donner une chance à une solution qui ne coûte pas trop en vies humaines, mais en même temps, on laisse entendre clairement qu'il n'est pas question que cette solution ayant échoué, qu'on laisse revenir la situation à celle qu'elle était auparavant. À ce moment-là, on fait intervenir les gros bras, c'est-à-dire la force internationale, c'est-à-dire les FARDC. Donc, c'est la carotte et le bâton. C'est comme ça que les diplomaties du monde entier marchent. On dit aux gens du M23, attention, vous avez une dernière chance d'en sortir sans de gros dommages, mais si vous ratez cette chance, voilà au bout ce qu'il y a qui vous attend. Donc, c'est quelque chose qui permet de donner une chance à une démarche non violente, à une solution qui ne alourdit pas le prix humain de ce conflit. Un analyste politique congolais, un universitaire, a affirmé, peut-être que beaucoup de Congolais pensent comme lui, qu'il n'y a que l'option militaire qui doit résoudre la question de l'Est. Comme il a paraphrasé Mzee Laurent Désiré Kabila, qui disait en son temps qu'il faut ramener la guerre d'où elle est venue. Oui, tout dépend du contexte, mais il ne faut pas non plus oublier que Mzee Kabila est allé à Lusaka. Il ne faut pas oublier que Mzee Kabila s'est assis aussi à la table des discussions et qu'il n'y a aucune guerre de par le monde qui se soit terminée uniquement par la voie des armes. Historiquement, ça serait une fausse prémisse. Donc une guerre peut être menée dans le cadre de cette triptyque que nous continuons à défendre. Il y a l'action diplomatique qui est préférable à tous. Il y a l'action politique également qui consolide les relations entre les enfants d'une même nation. Mais il y a au bout l'action militaire qui n'a jamais été abandonnée. Donc qu'on ne vienne pas imposer au président de la République une autre démarche qui n'est pas la sienne. Lui seul a reçu les suffrages pour répondre à de tels défis lorsqu'il se pose devant la nation. Et il a déjà annoncé qu'il a choisi les 3 options qui vont ensemble, politique, militaire et diplomatique. Donc nous ne croyons pas au fait qu'il faille abandonner la diplomatie et la politique et nous inscrire seulement sur le plan militaire. C'est le point de vue de cet universitaire, vous ne l'avez pas cité, mais ce n'est pas le nôtre. Monsieur le ministre, dit-on là-bas à Goma que les FARDC qui ont, comme on le sait, repris du poids de la bête, ils ont les vents en poupe, comme on dit, sont déterminés plus que jamais d'en finir une bonne fois pour toutes, mais que la reprise des pourparlers des Goma viendrait comme pour les démobiliser un tout. C'est un faux problème, c'est un mensonge. Personne n'a demandé au FARDC d'aller négocier à Kampala. Vous avez vu le président de la République demander à des commandants qui sont sur terrain d'accompagner nos plénipotentiaires à Kampala.
cher ami, ceux qui négocient à Kampala, c'est d'autres personnes. Les diplomates font leur travail. On n'a jamais mis en congé la diplomatie d'un pays parce qu'il y avait la guerre. Et on n'a jamais mis en congé l'armée ou annoncé une trêve ou un cessez-le-feu parce qu'il y avait des négociations. Rappelez-vous qu'à Kampala 2, le Rwanda et le M23 ont bataillé dur pour obtenir un cessez-le-feu. Pourquoi croyez-vous que le lieutenant général, le général d'armée, excusez-moi, Didier Etumba, n'a pas signé le procès verbal des chefs d'état-major généraux des pays de la région des Grands Lacs? Parce que les généraux de ces pays-là avaient demandé un cessez-le-feu, mais que ce n'était pas le point de vue du gouvernement. Nous avons refusé de signer ce procès verbal par notre chef d'état-major général. C'est ainsi que cela a influencé les chefs d'État qui ont renoncé à nous demander un cessez-le-feu. Donc, ces racontards-là que, puisqu'on négocie à Kampala, l'armée est démoralisée, ce sont des mensonges. L'armée a l'ordre de continuer à défendre le pays, défendre les hommes et les femmes du Nord Kivu, et personne dans l'armée n'a le droit de prendre prétexte du fait que le président fait son travail. Le gouvernement, le ministère des Affaires étrangères font leur travail pour ne pas faire le leur. Ce sont des racontards et des inepties. Monsieur le ministre, je vous ramène chez nous. Tout est parti finalement sur les chapeaux de roue concernant les concertations nationales avec Kinshasa. Oui, il faut s'en féliciter. Je pense que le démarrage est bon. Il n'y a pas eu les perturbations que l'on nous promettait. Le ciel n'est pas tombé sur la tête des participants aux concertations. Les gens sont là, à quelques exceptions près, mais la plupart des partis politiques de l'opposition, des personnalités de la société civile, avec leurs compatriotes de la majorité, participent à ces concertations qui ont l'appui de toute la communauté internationale. Synonyme d'inclusivité, vous voulez dire? Absolument. Totalement inclusive, puisque le président a décidé même que les 2 ou 3 groupes qui hésitent encore, si jamais il leur venait l'envie de se joindre à leurs compatriotes, à tout moment, ils pouvaient venir avant la clôture. Mais attendez, monsieur le ministre. C'est ça l'inclusivité. Vous êtes. C'est ça l'inclusivité. Apparemment trop affirmatif. À moins de me définir autrement. Attendez, non, dites, attendez. C'est une ouverture à tous. On enregistre déjà certaines défections Oui. de certains délégués, membres de l'opposition, en l'occurrence le député national Clément Kankou, Oui. Qui claque la porte, Alors, disant que si Kankou a le claqué président la de la porte, République n'a pas donné des signaux forts dans excusez-moi, son discours inaugural. vous voulez parler d'un certain membre de l'opposition ou de certains avec S? Parce que vous avez parlé de certains. Et vous parlez, alors, s'il y en a d'autres, vous me le dites. S'il n'y en a qu'un, alors je réponds. Bon, commençons par celui-là. Ah, s'il y en a d'autres, vous me le dites déjà. Ou alors vous reconnaissez. Vous voulez répondre d'abord à la question directement. Précisez-moi s'il y en a d'autres. Bon, Clément Kankou s'en seul, va. seul, Il quitte. seul. Après avoir participé Excusez-moi, à vos si préparatoires. vous ne me dites pas s'il y en a d'autres, je ne répondrai pas. Non, bon. Il quitte seul ou il quitte avec d'autres? Seul. Alors, merci. Donc votre question est, un certain membre de l'opposition a quitté. Comme ça, les téléspectateurs Peut-être d'autres peuvent s'en rendre pourraient lui compte. emboîter les poings. Ah, pourrait, mais n'ont pas encore fait. Donc vous avez voulu manipuler les faits. Je regrette beaucoup. Donc un député a quitté, prétextant qu'on n'a pas libéré des gens, je pense. Oui, ils donnent des conditions. Oui, donnez-moi. Pour dire que le président de la République, Joseph Kabila, d'après lui, n'a pas donné des signaux forts, il n'y a pas d'inclusivité, vous venez de démontrer qu'il y a inclusivité, Oui. Il n'y a pas de libération des prisonniers politiques. Mais on en a libéré 1025. Il cite Onusumba, il cite Chalupa, il cite même les plus récents de la majorité présidentielle, les députés Nzangi, etc. Voilà. Je voudrais quand même dire à monsieur le député Clément Kankou que lorsqu'on veut exprimer devant l'opinion publique ou s'exprimer sur une matière, il vaut mieux avoir la maîtrise du concept. Le président de la République a annoncé une série de mesures pour décrisper la situation. Il a parlé de 3 mesures. La première, c'est la libération conditionnelle d'un certain nombre de prisonniers qu'il a ordonné au gouvernement. La deuxième mesure, c'est une ordonnance d'amnistie dont il a annoncé la préparation. Et la troisième mesure, c'est une loi d'amnistie qu'il demande au gouvernement de préparer à l'intention de l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, nous avons assisté depuis quelques jours à la mise en œuvre de cette série de mesures. Madame le ministre de la Justice et des Droits humains, Madame
Mumba Matipa a signé un arrêté portant libération de 1025 prisonniers dans l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc c'est la première phase. Il y a une deuxième phase de la grâce et il y aura une troisième phase de l'amnistie. Je voudrais que le député Kankou me dise ce qui a sa préférence. Lorsqu'il y a une libération conditionnelle, il y a des conditions. Il faut d'abord que la personne qui est emprisonnée soit condamnée à une peine de plus de 3 mois de servitude pénale. Peut-être beaucoup de gens remplissent ces conditions parmi ceux que M. Kankou veut voir libérés. Il faut qu'il y ait un rapport de l'administration pénitentiaire sur le bon comportement pendant sa détention de ces prisonniers. Est-ce qu'il y a un rapport sur les amis de M. Kankou qui se sont bien comportés pendant leur détention? Je ne sais pas, l'administration peut nous répondre. Troisième condition, il faut qu'il ait accompli un quart de sa peine. M. Kankou nous cite même des gens qui n'ont même pas encore été condamnés. L'honorable Diomi, par exemple, n'est pas condamné et on dit qu'il doit faire l'objet d'une libération conditionnelle. Mais non, on ne peut pas libérer conditionnellement quelqu'un qui n'est pas condamné. Ça n'existe pas. Peut-être qu'il demande un abandon de poursuite. Donc il faut maîtriser les concepts. Il faut à la limite consulter un avocat pour qu'il vous explique un peu tout cela. Et ce qu'il faut dire, c'est que la libération conditionnelle n'efface pas la condamnation. Vous avez été condamné à 3 ans, vous êtes libéré conditionnellement, votre casier judiciaire reste entaché. Je ne sais pas si M. Kankou ne voudrait pas que ces gens-là qu'on libère, qu'il veut voir libérés, qui sont des acteurs politiques, reviennent dans la scène politique, jouer un rôle quelconque. Puisque avec un casier judiciaire entaché, ils ne pourront être candidats à aucune fonction. Est-ce que c'est ça qu'il veut pour eux? Donc, ils ne maîtrisent même pas les concepts. Parce que Mme Mumba a signé un arrêté de libération conditionnelle, que ces gens ne se trouvent pas là-dedans, il estime que c'est fini. Non. Le président a prévu une ordonnance de grâce qui est à venir. Cette ordonnance-là n'est même pas à discuter, ni au gouvernement, ni à l'Assemblée nationale, ni aux concertations, parce qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Peut-être qu'un jour, ce député sera président. Je ne pense pas qu'il voudra que d'autres personnes viennent s'immiscer dans son pouvoir discrétionnaire. Qu'il laisse le président décider. Un peu de patience. Et même la grâce présidentielle n'a pas pour effet d'effacer la condamnation. Le président réduira simplement les peines. Vous avez été condamné à 3 ans de prison, vous en avez fait 1. Le président décide que votre peine est ramenée à 1 an et on vous libère immédiatement. Mais la condamnation reste dans votre casier judiciaire. C'est pourquoi le président a prévu une 3e étape, celle de l'amnistie. Peut-être que c'est ça qui serait plus intéressant pour les amis du député. Parce que l'amnistie, elle, votée par le Parlement, efface la condamnation. Votre casier judiciaire devient blanc comme neige, vous pouvez revenir à une activité politique normale. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour les amis de M. Kankou de bénéficier d'une amnistie? Alors il ne s'agit pas d'aller parler pour parler, il faut savoir de quoi l'on parle. Qu'est-ce qui serait mieux pour ces gens qu'il a cités? Une liberté conditionnelle qui ne leur garantit rien? Une amnistie qui conserve leur casier judiciaire entaché? Ou, pardon, une grâce qui conserve leur casier judiciaire entaché, ou une amnistie qui nettoie leur casier judiciaire et leur permet de jouer à l'avenir un rôle politique dans notre pays. Je crois que c'est ça, c'est de ça qu'il veut parler, mais il s'entremêle un peu les pinceaux parce qu'il n'a pas pris la peine de vérifier ce que liberté conditionnelle veut dire, ce que grâce présidentielle veut dire, ce que loi d'amnistie veut dire. J'espère lui avoir rendu un service pour lui permettre de mieux se positionner entre ces 3 possibilités que le président a offertes à nos compatriotes qui sont en prison. Je terminerai en disant que, de mon point de vue, il n'y a pas de prisonniers politiques en RDC. Mais lui, il affirme que ce sont des prisonniers politiques. C'est un abus, là pour des raisons politiques. C'est un abus de langage ou la manifestation d'une ignorance. Comme il a manifesté, il ne sait pas la différence entre liberté conditionnelle, grâce et amnistie. Pourquoi voulez-vous qu'il sache exactement ce que c'est prisonnier politique? Un prisonnier politique, c'est quelqu'un qui est condamné pour avoir émis des idées politiques qui ont déplu à ceux qui détiennent le pouvoir. Et on retrouve cette catégorie à travers le jugement. Ce n'est pas dans les commentaires des députés ou quoi.
Dans le jugement, vous lisez, monsieur X a été condamné pour avoir émis des idées contraires à l'idéologie dominante dans le pays. Mais vous pouvez être un homme politique, ami du député Clément. Vous vous saoulez samedi, vous roulez sur la chaussée, vous écrasez un enfant. Vous êtes prisonnier politique? Vous le banalisez tout de même. Non, excusez-moi, je vous pose la question. Vous roulez sur un enfant, il meurt. On vous arrête, on vous condamne et vous dites que vous êtes prisonnier politique? Quelles idées vous avez mises en tuant ce garçon? Vous êtes un homme politique, vous violez une femme, on vous condamne, vous êtes prisonnier politique? Non, ce sont des abus de langage. Lorsque vous parcourez les éléments pour lesquels les amis du député ont été condamnés, faux et usage de faux, on vous condamne pour faux et usage de faux, vous dites que vous êtes prisonnier politique? Donc c'est un abus de langage, parce qu'il n'est pas prévu d'infraction politique dans le droit pénal congolais. Ça n'existe pas. Une atteinte à la sécurité de l'État. Vous allez acheter des armes pour tuer des Congolais. On vous attrape, on vous met en prison. Vous dites non, c'est politique. Non, ça n'a rien à voir. C'est une infraction du droit commun. Tuer des gens, avoir des armes pour tuer des gens, c'est le droit commun. Donc il faudrait qu'on maîtrise un peu les concepts avant de distraire les Congolais avec des discours dont ils n'ont que faire. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Nous voulons la cohésion, nous voulons la réconciliation. Soyons calmes. Essayons de croire les uns aux autres. Le président a proposé 3 solutions. Il y en a une que la ministre vient de mettre en œuvre. Attendons les 2 autres avant de porter un jugement. Le président n'a fait que des promesses. Et les libertés conditionnelles par madame la ministre, c'est aussi des promesses. Ces gens sont déjà à l'air libre. 1025 sont déjà libres. C'est ça aussi des promesses. Voilà comment on dit parler pour ne rien dire. Ces gens sont libres. Alors, monsieur le ministre Lambert Mende Oubalaga, dans la kyrielle des raisons qui l'ont amené, lui et les députés nationaux, Clément Kankou, à quitter les concertations, on a parlé déjà de l'inclusivité. Vous avez démontré qu'il y a inclusivité, mais lui, quand il dit la diaspora active, hein, je reprends son propos, n'y est pas. Il cite Honoré Ngbanda avec son appareil, ça vous fait sourire, hein, monsieur le ministre. Mais puisque nous n'avons interdit à personne de venir. Il y en a même à qui on a envoyé des billets et qui ont organisé des points de presse en Belgique pour ridiculiser notre gouvernement. En disant, ils ont peur de moi, ils m'ont envoyé un billet, je ne vais pas partir. Et qui sont allés à l'agence de voyage pour changer ce billet-là, aller voir une copine à Libreville. Vous croyez que ces gens-là sont vraiment recommandables à notre peuple? Vous croyez que ce pays a besoin de gens comme ça? Non, monsieur, nous avons des intellectuels qui sont venus de la diaspora, des gens qui ont des choses à nous apporter. Nous avons des inventeurs, nous avons des penseurs, des juristes, des éminents économistes qui sont avec nous au Palais du Peuple. Nous sommes très fiers de ces gens-là. Si le député entend par diaspora, comment vous avez dit encore? Active. Hein? Diaspora active, ouais, des voyous qui frappent des gens, qui frappent des musiciens, qui agressent des artistes, qui frappent des hommes politiques en Belgique, alors le pays n'a pas besoin de ces gens-là. Je le dis de manière très claire. On n'a pas besoin de ces gens-là. Des voyous, on en a assez ici. Nous sommes en train d'en rééduquer. Et donc, nous n'avons pas besoin qu'on nous amène ici des gros bras qui viennent en fait rendre beaucoup plus criminelle notre vision de la politique. Nous avons des gens valables qui représentent l'intelligentsia nationale dans la diaspora et nous travaillons avec eux et nous sommes très heureux de les avoir ici. Monsieur le ministre, je voudrais vous amener à donner toute la clarification autour de toutes ces questions qui troublent finalement les esprits des Congolais. Qu'en est-il de la prise des paroles aux concertations nationales? Est-ce qu'ils sont les délégués des différentes parties pourvus d'immunité? Parce que Kankou... Il n'y a pas d'immunité comme telle. Kankou dit qu'il n'y a pas d'immunité. Les immunités sont légales. Qu'ils lisent la Constitution. Je crois qu'il y a des gens qui sont brouillés un peu avec le droit. Les immunités, il n'y a qu'une loi qui peut accorder les immunités. Alors, à quel niveau on allait donner des immunités? Le groupe de contact? Moi, j'étais membre du groupe de contact. Mais nous n'avions pas le pouvoir d'accorder des immunités. Les parlementaires ont l'immunité parce que la loi la leur donne. Mais on ne peut pas donner. On a donné simplement une garantie de sécurité. Garantie par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui sont le présidium. Et qui, eux, sont mieux placés pour le faire parce qu'ils ont la haute main sur le gouvernement et les autres instances qui pourraient
éventuellement menacer la sécurité des participants. Donc il y a une garantie de sécurité, l'État s'est engagé, et à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est plaint d'avoir été menacé pour des opinions qu'il émet. Il y aura des émet. questions qui fâchent. Pardon? Il y aura des questions Oh là là, mais avec les si, c'est toujours ça. Mais ça veut dire quoi? Il y aura des questions qui fâchent. Je peux tout autant dire que demain, un participant va tuer quelqu'un, donc non. Écoutez, ne raisonnons pas comme ça, ne soyons pas trop négatifs. Attendons qu'il y ait une question qui fâche et qu'on arrête quelqu'un pour se plaindre. On n'a arrêté personne, mais seulement vous voulez embrouiller les choses, il y aura des questions qui fâchent. Ça veut dire quoi? Toutes les questions peuvent fâcher, puisque le président de l'ordonnance a dit, les gens parlent librement de tout, il n'y a pas de sujet tabou. Mais alors, on a encore parlé de rien, vous commencez à vous agiter, ah, on va parler de tout et on va faire ceci, cela. Mais avec cette technique-là, mais le Congo peut devenir aujourd'hui réduit en l'état d'une aiguille. Si je veux que le Congo devienne cette montre, s'il suffit de le penser pour qu'il le devienne, ça peut devenir une aiguille ou une montre. Donc arrêtons de nous projeter comme ça sur le monde de la divination, le monde de l'imagination. Vivons la réalité. Nous gérons le réel. Est-ce qu'il y a eu une tentative de limiter la liberté d'expression des gens? Non, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui. Alors attendons que cela arrive. Depuis quand on va gérer les affaires de l'État comme ça? Il y aura des questions qui fâchent, donc il faut ceci ou cela. On nous a fait croire qu'il était impossible même de mettre les gens dans une commission préparatoire. On a eu le groupe de contact, il a travaillé, il a sorti des résultats. M. Kankou était là. Alors pourquoi toujours faire peur aux Congolais? Il faut arrêter avec ça. Aucun pays ne peut se développer dans la peur. Et nous, les leaders qui sommes là pour conduire notre peuple vers des lendemains meilleurs, nous sommes les premiers à essayer de cultiver la peur parmi nos concitoyens. Il n'y aura pas de questions qui amèneront le gouvernement ou toute autre autorité à empêcher un participant aux concertations à exprimer son point de vue. Ça, je peux... Monsieur le ministre, des recommandations ou résolutions qui en sortiront, parce que le député Clément Kankou, il a beaucoup parlé, hein, dit que il ferait mieux ne seront pas. Il ferait vous me mieux laissez aller au bout de ma phrase. Vous avez fini votre question, mais je dis, il ferait mieux de parler aux concertations nationales. Pas en l'air comme ça. C'est facile de parler, de faire des monologues. Il faut venir parler devant des gens qui peuvent vous répondre. C'est très facile de sortir dans la rue et commencer à critiquer les gens. Mais on lui donne une occasion de venir, mettre ses idées en confrontation avec les idées des autres, et voilà que ce démocrate se dérobe. C'est dommage. Alors, je vais au bout de ma phrase. J'ai demandé si les résolutions ou recommandations qui sortiront de ces concertations nationales seront opposables à tous, parce que Kankou, il dit qu'elles ne le seront pas. Mais au nom de quel principe elles devraient être opposables à tous? Le président vous a dit que les concertations n'ont pas vocation à se substituer aux souverains primaires. Le peuple a déjà désigné qui sont les animateurs des institutions dont les décisions sont opposables à tous. C'est la loi qui est opposable à tous. Et le peuple vous a déjà donné ceux qui sont chargés de créer la loi. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'il y a des députés dans ce pays, oui ou non? M. Kankou en est. Est-ce qu'il y a des sénateurs dans ce pays, oui ou non? Il y en a. Alors pourquoi on va créer une autre structure qui va produire des décisions opposables à tous? Donc il y aurait deux types de décisions opposables à tous dans un pays, la loi d'une part et puis ce qui sort de concertation nationale? Non. Ce qu'on demande à la concertation nationale, c'est de consolider la cohésion entre les Congolais. Deux, d'aider les institutions à devenir beaucoup plus fortes, de les aider à devenir beaucoup plus utiles à la société. Donc, c'est un rôle que le président a voulu donner aux concertations nationales. C'est pourquoi elles ne produiront des conclusions, elles produiront des recommandations que le président de la République, le Parlement et le gouvernement s'engagent à mettre en exécution sans violer la Constitution. Si aujourd'hui on reconnaissait aux participants aux concertations que nous sommes le pouvoir de jouer le rôle du Parlement, jouer le rôle du président, jouer le rôle du gouvernement, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'État dans ce pays et que nous sommes dans un schéma de coup d'État. J'espère que ce n'est pas cela que l'honorable cherche. Donc, encore une fois, j'ai peine à croire qu'il maîtrise ce dont il parle. Alors, monsieur le ministre, que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ait dit du haut de la tribune dans son discours inaugural
que les consultations nationales ne vont pas se substituer aux souverains primaires. Vous venez de le relayer, de le reprendre. Kankou affirme que le président n'a pas été précis, il n'a pas apaisé les esprits en rapport par rapport à l'article 220, bon, le renouvellement du mandat. Mais l'article 220 de quoi? Je ne sais pas, il parle de beaucoup de choses et puis il est dans la pleine confusion. Quand vous parlez de l'article 220, c'est l'article 220 de quelque chose. Modification non, c'est l'article 220 de quelque chose. C'est la Constitution, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et le président vous dit, vous n'avez pas vocation à vous substituer au souverain primaire, c'est-à-dire à celui qui a fait la Constitution. Et M. Kankou dit encore que le président n'a pas été précis. Clair, mais non, le président vous dit, il n'est pas question de toucher à la Constitution. C'est ça que le président dit. Si on peut être plus clair que ça, je ne sais pas dans quelle langue il faut qu'on lui parle pour qu'il entende. Le président ne veut pas qu'on touche à la Constitution, parce que la Constitution est le produit du souverain primaire. Voilà, j'espère que ça peut le rassurer. On peut être comme des enfants. Il faut qu'on dise non, je ne toucherai pas à l'article 1, je ne toucherai pas à l'article 2. On va énumérer comme ça tous les articles. Le président dit on ne peut pas se substituer au souverain primaire, parce que celui-ci a mis en place des décisions qui s'imposent à tous. Et la décision des décisions, c'est la Constitution. Dans quelle langue faut-il parler pour qu'on nous entende? Alors l'UDPS d'Étienne Tshisekedi n'y est pas dans ces concertations nationales. Posez-leur la question. Oh, non, laissez-moi aller, monsieur le ministre, au bout de la question. Mais quand même, son secrétaire général Bino Mavungu, qui espère, dit-il, il espère que les concertations nationales vont plancher sur la crise de légitimité. Il n'y a pas de crise de légitimité, monsieur Mavungu a tout faux. Donc, c'est à lui, à gérer sa crise. Bon, oui. Ils sont pas là, mais il peut gérer sa crise là où elle est. Si là où elle la trouve, il peut la gérer. Mais en tout cas, nous n'avons pas de crise de légitimité en République démocratique du Congo pour perdre notre temps en des bêtises comme ça pendant que le Rwanda est en train de nous menacer. Ça, c'est pour distraire les gens. Il n'y a pas de crise de légitimité. Il y a eu un contentieux électoral, comme dans tout pays démocratique. Il a été géré ou il n'a pas été géré? Il a été géré. La Cour constitutionnelle a tranché. Et M. Mavungu nous sort encore avec ça. C'est un mauvais perdant, tout simplement. C'est tout, il n'y a pas de crise de légitimité. Alors parmi ceux qui sont d'ailleurs aussi, l'UNC, de Vital Kamere, qui annonce la création d'une coalition pour les vrais dialogues, dit-on, chez Kamere là-bas. La création... Dans son parti alors? Oui, son parti. Peut-être son parti se coalise avec lui-même. Parce qu'apparemment, oui, d'abord Tshisekedi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Je sais que Tshisekedi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Non, mais excusez-moi, vous avez parlé de coalition. Je voudrais qu'on me définisse. Comment on peut faire une coalition avec soi-même? Vous êtes seul dans votre maison, vous faites la coalition avec qui? L'UNC fait la coalition avec qui? L'UDPS qui a boycotté aussi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Les autres sont aux concertations. Il fait une coalition avec qui? Il doit avoir le courage de dire, moi, UNC, je conteste les concertations. Donc, Kamere ne peut pas avoir un argumentaire à lui seul à faire valoir. Non, mais il faut parler de coalition. Non, mais pourquoi il parle de coalition alors qu'il est seul? Excusez-moi, je vous demande, pourquoi il parle de coalition alors qu'il est seul? Voilà la preuve d'un manque de confiance absolue en soi. Il peut dire l'UNC prend telle position, voilà l'UDPS prend sa position et il dit je ne reconnais même pas à Kamere la qualité d'opposant, suivez M. Moubaké. Et donc, Kamere doit avoir le courage de dire moi Kamere, moi UNC, je prends telle décision. Il a le droit de parler, il a des députés. Mais pourquoi toujours chercher coalition, machin? Donc, il a des doutes sur sa propre... les concertations nationales du congrès de la majorité présidentielle. Ah, je ne savais pas que le MLC était... PPRD, je ne savais pas que le MLC était dans la majorité. J'aimerais bien entendre la réaction de notre compatriote Louaka. Cette injure que Kamere leur fait. J'aimerais comprendre que l'honorable dont vous parlez ici, Kankou n'est pas aide de la majorité aussi, parce qu'il participe avec nous. C'est hier qu'il a annoncé, mais depuis le groupe de contact, il est avec nous, donc il serait aussi dans la majorité présidentielle. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que 20 députés de l'UDPS sont dans la majorité présidentielle. Voilà des mots comme ça qu'on utilise, parce qu'on est en colère, parce qu'on est de mauvaise humeur, mais qui ne reflètent en rien la réalité.
Nouvelle terminée, Monsieur le ministre, votre mot de conclusion. Je crois que je suis assez satisfait de la réponse que les Congolais de tous bords ont réservée à l'appel lancé par leur président, le président de la République. Je suis quelque peu déçu de la persistance de l'agitation un peu plus ou moins égocentrique de certains milieux politiques à Kinshasa, de moins en moins nombreux, il est vrai, et ça rassure, que le camp de cette résistance à la cohésion nationale se rétrécisse autant et que le camp de la patrie, des gens qui croient en l'union sacrée contre les agresseurs, est en train de prendre de la dimension. Je pense que c'est un motif d'espoir pour l'avenir de notre pays. Il faut réellement s'en féliciter. Voilà, lui c'est Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Moi, c'est Simplice Divine Kalunga Wakalunga Kasongo. Merci de nous avoir regardés depuis le début de cette émission. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Et bonsoir.